Bonjour, cinquième cours de culture scientifique, deuxième partie, aux origines de la thermodynamique, Sadi Carnot. La vie de cet homme incroyable, Sadi Carnot. Les grandes étapes du développement de la thermodynamique, donc résumé ici, un vieux schéma que j'avais fait, on voit que d'abord il y a la nature de la chaleur, c'est la grande question, qui va occuper du XVIe au XIXe siècle. Les savants, on voit Kepler, Bacon ou des grands noms, de l'autre côté Galilée, Lavoisier, Berthollet. Il y a deux théories qui s'affrontent, une vibration, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, le calorique, un fluide. Ces fluides que l'on a évacués au cours du temps. Il y en avait plusieurs qui sont apparus. Il y a eu le calorique, il y a l'éther, et il y avait le phlogistique pour la chaleur, pour la combustion. Donc, on voit que la deuxième étape, c'est au moment de la machine à vapeur, on va commencer à comprendre qu'il y a la calorimétrie, mesurer la quantité de chaleur, et la thermométrie, mesurer la température. Avec là encore, on voit des grands noms, James Watt, bien sûr, la machine à vapeur qu'on voit apparaître parmi les autres, Lavoisier, la calorimétrie, et la thermométrie, les grands noms des échelles de température qu'on connaît, en Fahrenheit, Celsius. Puis la thermodynamique apparaît au 19e, donc le grand personnage, c'est Sadi Carnot, incompris de son vivant. Clapeyron nous redonne son travail, et puis après, Joule, Thomson, Clausius vont refonder la thermodynamique. Le contexte scientifique du début du 19e, c'est principalement la mécanique newtonienne. Il n'y a pas, comme on verra avec Albert Einstein, l'électromagnétisme. Bien sûr, c'est à la fin du 19e, James Clerk Maxwell, son livre de 1873. Donc il y a la mécanique classique. On va commencer par l'étude de la température, de la chaleur, de la température et des gaz. Donc les philosophes de la nature, 16e, 17e, essaient de répondre à cette question. Qu'est-ce que la chaleur? Une vibration d'un côté, la théorie cinétique, de l'autre côté, un fluide impondérable, la théorie du calorique, qui va être abandonnée. Mais il y a des grands noms de ce côté-là, dont Lavoisier. Donc, dans ce film, on nous explique ce qu'est la théorie du calorique de Lavoisier. Il y a un fluide qui transporte la chaleur. Une expérience déterminante du comte Rumford en 1798, Benjamin Thomson, comte Rumford, c'est un autre Thomson, il y en a eu plusieurs dans l'histoire des sciences, mais évidemment beaucoup moins connu que Lavoisier, donc la théorie de Lavoisier du calorique va perdurer. Pourtant, son expérience est assez déterminante. Il va observer la production de chaleur lors du forage des canons, il se rend bien compte que lorsqu'on arrache des copeaux de métal, eh bien, ça chauffe, et il l'immerge dans de l'eau, et il va mesurer la quantité de chaleur qui va être donnée par le frottement, et il arrête, il prend un forêt émoussé, on dit, qui n'arrache pas le métal, et ça ne chauffe plus. Donc on se rend bien compte que c'est ça l'origine. Alors il y a une histoire autour de la femme de Madame Lavoisier, de Lavoisier. Elle va être veuve, puisque Lavoisier va être décapité au moment de la Révolution française. Il a eu la mauvaise idée d'être inspecteur des impôts, il relevait les impôts, donc à la Révolution française, pour le roi, il est décapité. Et sa femme va se remarier avec cet homme qui était le plus grand opposant scientifique de son mari. C'est ce petit film qui nous parle de toute cette histoire. Au XVIIIe siècle, des instruments pour mesurer le degré de chaleur, les thermomètres à échelle relative de température. Donc là, c'est intéressant, on voit les différents instruments à échelle de mesure de la température. Donc on voit des gens qui utilisent le thermomètre à alcool, et on voit des gens qui utilisent le thermomètre à mercure. Alors on voit Ole Rømer, Daniel Fahrenheit, René-Antoine de Réaumur, Anders Celsius, bien sûr qu'on connaît bien. Donc Rømer, ce Danois, a une idée. Il dit la température d'un mélange de glace et de chlorure d'ammonium, il dit que c'est 8 degrés. Pourquoi pas? C'est lui qui décide, c'est relatif à lui. Et 60 pour la température d'ébullition de l'eau. Eh bien, Fahrenheit dit 32 pour la température de mélange de glace. On va toujours apparaître la glace. Il faut deux corps, deux situations. Et donc, ils choisissent souvent la glace, donc le solide par l'eau, et puis la température d'ébullition quand elle passe de liquide à vapeur. Et il dit 212 pour la température de l'eau en ébullition. Alors là, il y avait Rømer qui utilisait l'alcool et Fahrenheit qui utilisait le mercure. Puis Réaumur, le français, lui, utilise l'alcool. 0 pour la température de congélation de l'eau, mais 80 pour la dilation de l'alcool de 80% de la température d'ébullition de l'eau. Et Celsius, qu'on a retenu, le suédois, qui va dire 0 pour la température d'ébullition de l'eau, je ne me trompe pas, 100 température de congélation de l'eau. Il a inversé. C'est-à-dire que lui a donné ça et nous, on a inversé. Et donc, des questions se posent. Quelle est la température la plus basse possible? Alors, on voit ce petit film qui nous explique cette histoire de mesure de la température. Eh bien, et la plus élevée?
Quelle est la température la plus basse mesurée sur la Terre? Il y a un satellite qui aurait mesuré en 2010 moins 94 en Antarctique. Donc là, on voit un petit film où on voit Guillaume Amonton, ce Français qui va faire une découverte assez ahurissante, dont je m'étonnais d'où ça provenait. Et bien en fait, il fait une expérience à Monton au XVIIe siècle où il prend un volume de gaz, un volume de liquide dans du verre, avec un tube qui surmonte le ballon, et il chauffe tout ça, et donc la vapeur s'élève, et il va mesurer la température et la pression avec un volume constant. Et qu'est-ce qu'il remarque? Eh bien, il y a un lien. Alors lui ne peut pas faire 15 000 expériences, il ne peut pas descendre bien sûr au-dessous de zéro. Donc il va faire au moment de la glace, là, quand il fait très froid, il met de la glace pour refroidir son liquide, il chauffe, et il essaie, il prend ses mesures, et il va tracer des points. Donc il prend un axe pression verticale et température horizontale. Et à droite du zéro pour la température, il a 2-3 points. Et qu'est-ce qu'il constate? C'est que ces points s'alignent sur une droite. Mais si il continue cette droite, eh bien, elle va frapper l'axe des températures. Donc, la première idée qu'il a, c'est de dire, y aurait-il une température la plus basse possible? Voilà, ça va rester en l'état. Et au 19e, on va commencer à définir le fameux moins 273,15, qui provient de cette expérience. Le froid et la glace, il y a un petit clin d'œil à la commercialisation de la glace au cours du 19e. Cet homme, Frédéric Tudor, est un premier millionnaire, sûrement américain. Il crée The Tudor Ice Company. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est propriétaire d'immenses lacs là, au nord des États-Unis avec de la glace dessus. Eh bien, il fait découper la glace, il en fait des cubes, et il les transporte, et il les emmène. Alors, c'est une image moderne, bien sûr, mais vous voyez que la glace, quand elle est assez volumineuse, eh bien, elle se conserve pendant longtemps. Et lorsqu'il commence à y avoir des transports de fruits, etc., il faut le froid. Eh bien, lui va devenir immensément riche. Pourquoi? La matière première coûte rien, les hommes ne coûtent pas grand-chose, à ce moment-là, leur salaire, et il fait une immense fortune. La découverte de la pression atmosphérique et du vide, donc c'est une question ancienne, qui a déjà tracassé Aristote. La nature a-t-elle horreur du vide? C'est-à-dire, est-ce que le vide peut exister? Donc c'est Torricelli qui va nous amener cette expérience, une expérience de théorie, le baromètre, réalisé à Florence en 1644, c'est la mise en évidence de la pression atmosphérique. On renverse des tubes de formes différentes remplis de mercure dans un bac rempli de mercure. Donc il se vide, mais jusqu'à laisser 76 cm de mercure dans le tube. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, ça veut dire que la pression atmosphérique appuie ici, et c'est égal à la pression exercée par le mercure dans le tube. Alors maintenant, une deuxième question se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le tube lorsque le mercure s'est vidé? Du vide ou de l'air? Comme la lumière traversée, on s'est dit c'est peut-être de l'air, quelque chose. Ça ne peut pas se propager dans le vide. Alors on peut refaire cette expérience, c'est ce qu'on appelle le baromètre. Blaise Pascal va lever cette question du vide en 1646-1648. Il est né en 23, il est très jeune, il est extrêmement brillant, il a une œuvre scientifique, théologique, philosophique. Donc il va naître à Clermont-Ferrand, il va avoir une expérience mystique à 31 ans, il va se retirer, il va plonger dans la religion, la théologie. Alors, les pensées, en philosophie, on connaît, ces réflexions donc, de Blaise Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. Il fait des expériences autour du vide et il sort un livre en 1647, Expériences nouvelles touchant le vide. À l'intérieur, on trouve cette expérience sur la variation de la pression atmosphérique. Ce n'est pas lui qui le fait, je crois que c'est son cousin Perrier qui emmène une expérience de Torricelli en haut du Puy-de-Dôme et il constate que la hauteur de mercure est moins importante puisque en hauteur, la pression atmosphérique est moins grande. Il y a moins de kilomètres d'atmosphère au-dessus de nous. Et il fait une seconde expérience, donc c'est la fameuse expérience du vide dans le vide. Donc là, il va prendre deux expériences de Torricelli. Il prend un grand bac avec un grand tube. Ce grand bac, il le remplit de mercure. Ce grand tube est fermé en bas, là. Et en haut, il introduit une petite expérience de Torricelli. Donc il y a un petit bac ici et un petit tube rempli de mercure fermé en bas. Il verse du mercure dans le grand tube jusqu'en haut. Il ferme. Et à ce moment-là, donc il faut être très ingénieux, il va percer le bac, il va percer le bas du grand tube.
Que fait le mercure? Eh bien évidemment, il s'écoule jusqu'à garder 76 cm ici, équivalence de la pression atmosphérique et du poids de ce mercure dans le tube. Et maintenant, il va percer le bas du petit tube qui est dans ce qui reste. Qu'est-ce que c'est? De l'air ou du vide? On pensait que c'était de l'air puisque la lumière le traversait. Eh bien non, le petit tube se vide complètement et donc on constate que c'est du vide. Mais cette expérience, lorsqu'on en a voulu la reconstituer, c'était très compliqué. Il y a des chercheurs en 1978 qui ont reconstitué cette expérience. Ils trouvent la même réponse que Blaise Pascal. Mais Blaise Pascal a-t-il pu réaliser cette expérience au XVIIe? Eh bien, on en doute. Mais ses conclusions sont correctes. Voilà. Et le vide aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, effectivement, on essaie de mesurer, par exemple, dans le monde interstellaire entre les étoiles, eh bien, on pense qu'on approche du vide, mais jamais vraiment le vide comme on l'entend nous. Il resterait un atome par centimètre cube. Et de toute façon, il y aurait l'onde lumineuse qui se propage. Donc, qu'est-ce que c'est que le vide? Alors, on revient à l'expérience des sphères de Magdebourg, d'Otto von Guericke en 1654. On va commencer à comprendre qu'on peut peut-être utiliser cette notion de vide pour travailler, fournir du travail. Alors, on va être capable, avec les pompes à vide qu'on a inventées, on aspire l'air à l'intérieur de volume, et à ce moment-là, on fait le vide à l'intérieur de ce volume, et à l'extérieur, c'est l'air, la pression atmosphérique, qui maintient les deux demi-sphères, à l'intérieur desquelles on a fait le vide, collées. Et des chevaux n'arrivent pas à écarter ces deux demi-sphères. Donc on comprend que la pression atmosphérique, c'est intéressant. On voit les deux demi-sphères. Il ne faut pas coller, et on comprend que le vide, c'est intéressant. On fait une autre expérience. Dans le vide, on met un petit carillon qui sonne, et est-ce qu'on entend le son? Eh bien, si on fait le vide, eh bien non, on n'entend plus le son. Donc il ne se propage pas dans le vide. C'est un petit film qui illustrait mes propos. L'étude de la chaleur, de la température et des gaz. La question qui suit la preuve de l'existence du vide, c'est pourquoi peut-on seulement créer des vides artificiels? Parce que l'air est élastique, il remplit tout. Et c'est là la fameuse expérience de Boyle, Langlais, Mariotte, on attribue à l'un et à l'autre aujourd'hui cette expérience, où ils vont être capables de voir le lien entre la pression et le volume. Et PV égale constante. Donc c'est une loi, la loi de Boyle-Mariotte, on dit. La calorimétrie, chaleur spécifique et chaleur latente. Donc vers 1760, c'est un Écossais, je crois, Joseph Black, il est un des premiers à distinguer nettement la quantité de chaleur de la température. Jusqu'à ce moment-là, milieu du 18e, on confondait la chaleur et la température, ce qu'on appelait le degré de chaleur. Il introduit la notion de chaleur spécifique, capacité d'un corps à absorber une quantité de chaleur, et la notion de chaleur latente de changement d'état. Quand un corps change d'état, par exemple l'eau, solide, liquide, liquide, vapeur, eh bien il absorbe une quantité de chaleur. Et la température ne bouge pas. Quantité de chaleur nécessaire au changement d'état d'un corps. La calorimétrie, on voit Lavoisier, Laplace, les grands noms des savants, des scientifiques français, qui vont mettre au point une mesure de la quantité de chaleur d'un corps. Alors c'est assez frustre, c'est-à-dire qu'on met de la glace ici, on met le corps qui dégage une certaine chaleur, qui fait fondre de la glace, on laisse un temps donné et on récupère l'eau et on compare, on remet de la glace, on remet un corps, on laisse la même durée et on mesure la quantité d'eau et on compare. On compare le corps qui a le plus de chaleur, comme ça. Donc voilà un calorimètre aujourd'hui. Maintenant, la dilatation des gaz en fonction de la température, cette fameuse courbe dont je vous parlais, que vous mettiez la pression ou le volume ici, vous obtiendrez ce genre de courbe, et là il y a un point. Donc, la loi de Charles, V1 sur V2, c'est T1 moins A et T2 moins A. Mais il ne définit pas ce qu'est A. T, c'est la température en Celsius. Gay-Lussac, lui, commence à affiner ce qu'est A en Celsius, c'est moins 267, 1802. Puis c'est Victor Regnault qui nous laisse la valeur que l'on a aujourd'hui, moins 273,15. En route vers la loi des gaz parfaits, donc en combinant la loi de Charles avec la loi de Boyle, on arrive à la loi des gaz parfaits, PV égale alpha T moins A. Alpha, c'est une constante proportionnelle à la masse du gaz contenue dans le volume V. Et A, c'est le fameux moins 273. Et la possibilité de définir une échelle de température absolue. En 1811, Avogadro proposera que des volumes égaux de gaz aux mêmes températures et pression comportent des nombres égaux de molécules, et la loi des gaz parfaits pourra s'écrire PV égale à nRT, mais c'est toujours T moins A, où N est le nombre de molécules de gaz et R est la même constante pour toutes les espèces de gaz. Cette loi suggère fortement l'existence d'une température, moins 273, à laquelle les volumes de tous les gaz seraient nuls.
C'est là le premier signe de la possibilité de définir une échelle de température absolue, mais il y a quelque chose qui est étrange, un volume nul. L'évolution de la machine à feu, donc maintenant on va se diriger vers la machine à vapeur, la machine atmosphérique de Denis Papin 1690, donc ce français va être à l'origine du cylindre-piston. Donc il met de l'eau sous un piston dans un cylindre, il chauffe, ça veut dire que ce piston subit l'évaporation de l'eau, la pression de la vapeur et monte. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qui a été créé? Il y a un vide partiel, et donc c'est la pression atmosphérique qui est au-dessus. Il a inventé le premier moteur, mais il ne donne qu'un coup de piston arrivé en haut. Le problème, c'est qu'il faut refroidir tout ça, le gaz va se recondenser et va finir par, la pression atmosphérique va le repousser vers le bas. Donc c'est la vapeur qui pousse le piston vers le haut, et c'est la pression atmosphérique qui pousse le piston vers le bas lorsqu'il n'y a plus de vapeur à l'intérieur. Donc il donne qu'un coup de piston. Associer cette machine de Denis Papin avec la pompe de Thomas Saori, ça va devenir la machine à vapeur. Donc la chaudière et la condensation de la vapeur d'eau, là ce qu'on a inventé c'est une pompe. Donc on voit un tuyau qui s'enfonce dans une mine sous le sol, et ce tuyau a des soupapes ici, et une petite ouverture pour refouler l'eau. Lorsqu'on creuse le sol, le problème des mines c'est qu'elles se remplissaient d'eau. Donc il fallait évacuer l'eau. Donc c'était des humains qui soulevaient les seaux, ils enroulaient une corde à laquelle était fixé le seau en bas, puis remontaient le seau, vous avez déjà vu ça dans des films sûrement. Donc c'était le moyen, et il y a Thomas Saori qui va laisser une pompe. Alors comment il a fait cette pompe? Il vaporise de l'eau ici dans une chaudière, donc il faut du charbon pour chauffer toujours, bien sûr. Là, il y a condensation de la vapeur d'eau chaude par jet de l'eau froide, ça veut dire que là, il fabrique de la vapeur d'eau. Il ouvre cette soupape, il ferme ces deux soupapes, et la vapeur d'eau formée ici rentre dans le réservoir. Puis il ferme cette soupape, il refroidit ce cylindre, la vapeur se condense et donc crée une dépression entre l'intérieur de ce cylindre et l'extérieur qui est à la pression atmosphérique. À ce moment-là, il va ouvrir ces soupapes et donc il y a une aspiration de l'eau vers le haut parce que là il y a une dépression par rapport à la pression atmosphérique qui pousse l'eau au fond de la mine. Et donc l'eau refoule dans ce tuyau, revient ici, on a fermé cette soupape, ouvert cette soupape. Puis lorsque on a rempli ce volume, on ferme cette soupape, on ouvre cette soupape et celle-ci, et là, la vapeur à haute pression ici rentre ici et refoule l'eau par ce sortie. Voilà, l'association des deux, c'est ce qu'on appelle la machine de Newcomen, au début du XVIIIe. Donc c'est l'association du cylindre-piston de Papin et de la chaudière de Savary. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici la fabrication de vapeur. On a ouvert cette soupape, on a admis de la vapeur sous le piston, il a poussé la vapeur, le piston vers le haut. À ce moment-là, on ferme cette soupape, on ouvre cette soupape-là et on jette de l'eau froide à l'intérieur du cylindre. Ça veut dire qu'on refroidit les parois du cylindre et la vapeur d'eau qui se transforme en eau. Donc à ce moment-là, puisque la vapeur se condense, la pression atmosphérique pousse plus fort que ce qui est à l'intérieur, il y a du vide, si on veut, entre guillemets, et donc le cylindre s'enfonce. À ce moment-là, on ouvre cette soupape, et la vapeur d'eau qui est dans le réservoir repousse le piston vers le haut. Alors il y a un balancier qui fait qu'on peut remonter le piston. L'amélioration du rendement de la machine de Newcomen, oui évidemment, Smeaton va isoler mieux les parois, etc. On va améliorer le rendement, c'est-à-dire qu'on dépensera moins de charbon dans ce cycle de la machine. Maintenant, l'évolution de la machine à vapeur, c'est une histoire de rentabilité. Voilà apparaît James Watt. James Watt est un Écossais. Il travaille dans l'université, je pense qu'il est à Glasgow. Il est en Écosse, à Glasgow, et il travaille auprès d'un professeur d'université, il est son technicien. Et donc ce technicien va être confronté à un problème qu'a le professeur d'université, c'est qu'on lui a offert une machine de Newcomen miniature, mais elle ne fonctionne pas. Et il dit à son technicien de réfléchir au problème. Et c'est là qu'il va inventer sa principale invention, c'est le condenseur. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette machine miniature? Eh bien, il y a un rapport de réduction entre la surface à l'intérieur du cylindre
et son volume, qui n'est pas le même lorsqu'on passe d'une machine à grandeur réelle à une miniature. Alors bon, ça demanderait une explication complémentaire. Réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe d'un modèle avec 1 mètre de diamètre, 5 mètres de haut, à un modèle réduit par 10 par exemple? Eh bien la surface est réduite par 100, alors que le volume est réduit par 1000. Donc on réduit beaucoup plus le volume que la surface, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de vapeur à l'intérieur du cylindre. Il faut qu'il réchauffe d'abord les parois, puis après on garde la vapeur. Ben oui, mais il n'en a pas assez. Et toute la vapeur est condensée tout de suite. Et la machine ne fonctionne pas. Donc il va dire la phase de condensation, il faut la déporter, dit James Watt. Il va la déporter dans un second cylindre que l'on appelle le condenseur, qui pour une locomotive à vapeur, eh bien c'est l'air. Donc maintenant on arrive à la machine de Watt simple effet, c'est son brevet de 1769 qui le rendra très riche. La vapeur agit sur le piston à la place de l'air. Donc vous vous souvenez que dans la machine de Newcomen, c'était la pression atmosphérique au-dessus du piston qui l'enfonçait. Puis c'était un balancier qui le remontait. Et bien là, c'est pas pareil. Ici, on a ouvert cette soupape pour introduire de la vapeur sous le piston. Seconde étape, là, on introduit de la vapeur par ici. Ici, il y a une soupape d'échappement, la vapeur qui était dessous s'en va dans le condenseur, elle est aspirée par le condenseur, donc il y a quelque chose qui aspire le piston vers le bas, et là on pousse le piston du haut vers le bas. Donc ça veut dire qu'il y a deux actions qui s'ajoutent, donc sa machine est très rentable à Watt. Après, lorsqu'on arrive en bas, eh bien cette vapeur qui était ici, on va ouvrir cette soupape pour que lorsque le balancier remonte le piston vers le haut, eh bien cette vapeur on l'économise puisqu'elle se retrouvera dessous. Donc c'est une machine très rentable. Et en plus, il comprend ce qu'on appelle la détente, des deux inventions principales, le condenseur et la détente. Il est possible d'arrêter l'arrivée de vapeur avant la fin de la course du piston. Donc on l'arrête aux 2/3, l'arrivée de vapeur vers du haut là. Et ça fonctionne très bien. Il va la faire à double effet, donc ça devient un moteur, la machine à vapeur qui va tracter les locomotives. Alors cette histoire d'argent, c'est avec Matthew Boulton, un grand industriel anglais, qui va passer un contrat avec James Watt. James Watt a pratiquement perdu ses brevets à un moment donné de sa vie, donc il est très inquiet. Et il a fini par rencontrer Boulton, ils vont s'entendre. Donc Boulton va comprendre que cette machine est extrêmement rentable et qu'il ne faut pas la vendre, qu'il ne faut pas la louer. On peut la vendre à une modique somme, mais par contre, il faut demander aux industriels qui vont acheter leur machine, qui est très très rentable par rapport à la précédente, de leur donner une partie du charbon sous forme d'argent qu'ils ont économisé. Et ça va être une fortune monstrueuse qui va arriver sur ces deux hommes. Alors James Watt et Matthew Boulton se sont rencontrés. Et en fait, on voit là, cette histoire avec la Linear Society, un club dans lequel les savants, les industriels se rencontraient. La machine à vapeur à haute pression d'Arthur Wolff. Donc maintenant, on sait fabriquer une machine à vapeur. On va augmenter la pression et elle aura un meilleur rendement, elle sera plus puissante. Mais le problème, c'est qu'elle s'explosait. Donc on n'a toujours pas de théorie pour comprendre pourquoi elle s'explosait. Maintenant, on va la mettre sur des rails, cette machine, dans une locomotive, avec des rails et des roues, et ça va devenir le transport ferroviaire, la locomotive. Cette fameuse machine de Richard Trevithick. La loi de propagation de la chaleur de Joseph Fourier, parallèlement à tout ce travail, eh bien, on voit Joseph Fourier qui nous laisse cette fameuse équation de la conduction de la chaleur. Donc on voit aussi apparaître ce qu'on enseigne aujourd'hui, les séries de Fourier, etc. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.